Bonjour tout le monde. Merci. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer la session. Alors, voilà, je sais pas bon, si c'est normal, je ne sais pas. On va commencer la session. D'abord, ravi de vous accueillir de la part des laboratoires Pierre Fabre Oralcare. Nous sommes ravis et j'espère que la session va vous plaire et je pense que ce sera quelque chose de passionnant. Vous le verrez à la fin. Vous pourrez nous faire vos commentaires. L'évaluation de la session se fera non pas comme pour les sessions de l'ADF sur l'application, mais il y aura un code barre, si vous voulez bien, allez le scanner à la fin de la session. Merci beaucoup. Pour entrer dans le vif du sujet, très rapidement, il est établi aujourd'hui qu'il existe des liens entre la cavité orale, les pathologies parodontales et les maladies systémiques, certaines maladies systémiques. Aujourd'hui, pour arriver et vous parler plus en détail justement du lien qui peut exister entre la parodontologie et la périnatalité, je suis ravi d'accueillir en fait deux expertes et deux oratrices de choix. Je suis ravi d'avoir travaillé avec vous, qui vont nous donner donc tout d'abord le docteur Wasilewski, qui est ex-chef de clinique à l'hôpital Rothschild et aujourd'hui en exercice exclusif paro-implanto. Et nous avons la chance d'avoir aussi Cécile Brochet, qui est, elle, sage-femme, qui exerce en fait à l'hôpital Trousseau et qui est présidente de l'association professionnelle des sages-femmes. Voilà. Je vous souhaite un excellent symposium. Les questions, nous les poserons à la fin. Et je passe sans attendre la parole à Cécile. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Cécile Wasilewski, donc diplômée du postgraduate européen de parodontologie. Et j'espère aujourd'hui vous apporter donc mon expertise au niveau de la partie parodontologie pour ce sujet. Donc ce sujet, il est extrêmement important. On aborde la femme enceinte. On aborde la femme enceinte aujourd'hui parce que c'est une période de grands changements pour la femme au niveau hormonal et surtout au niveau immunologique, ce qui va induire des modifications dans tout le corps, mais surtout au niveau de la cavité buccale. Donc il est important que nous, en tant que praticiens, on sache quelles vont être les modifications chez ces femmes durant les 3 trimestres de gestation pour pouvoir anticiper tous les problèmes parodontaux. Donc aujourd'hui, on va commencer par revoir la physiopathologie générale des maladies parodontales. Pourquoi est-ce que la grossesse favorise l'apparition des maladies parodontales? Ensuite, on se focalisera vraiment sur les modifications hormonales de la grossesse. Et dans un second temps, on verra les complications possibles de la grossesse et surtout, quel est l'effet des maladies parodontales sur les complications de la grossesse. Et on terminera par voir la prise en charge de la femme enceinte au cabinet dentaire. Te rapprocher peut-être. Ah, désolé, excusez-moi. Ah oui, c'est qu'il faut être très très proche. Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas voir l'écran. Ok, donc, vous le savez tous, l'étiologie des maladies parodontales, c'est la plaque. La plaque, qu'est-ce que c'est? C'est l'agrégation de dépôts sur la surface aussi bien dentaire qu'au niveau du sulcus des dents. Et lorsque cette plaque n'est pas désorganisée, on va avoir l'apparition d'inflammation, le début des maladies parodontales et notamment la gingivite. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette plaque, c'est une plaque qui est microbienne. On va donc avoir une dysbiose orale. Et c'est la dysbiose qui va entraîner la pathologie. Donc ça avait été décrit il y a de nombreuses années par l'équipe de Sokransky. Ils avaient étudié la plaque sous-gingivale chez les patients qui étaient sains et les patients qui étaient atteints de parodontite. Et ils ont décrit des complexes bactériens, avec notamment des complexes rouges, des complexes qui sont anaérobies et qui ont été montrés comme étant plus virulents et beaucoup plus présents chez les patients ayant des parodontites. Ce qui veut dire qu'il y avait un lien entre la microbiologie et l'expression clinique des maladies parodontales. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne suffit pas d'avoir des bactéries du complexe rouge pour avoir une parodontopathie. Il faut qu'en fait, il y ait une modification complète du microbiote oral pour aller vers la pathologie. Et c'est l'équipe d'Achishengalis qui avait montré qu'en fait, les bactéries, quand elles sont à l'état seul, individuel, elles sont généralement pas pathogènes, c'est un milieu qui est aérobie. Et quand on va les laisser s'accumuler, elles vont pouvoir s'agréger les unes avec les autres. Elles vont sécréter une matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire, elle va permettre en fait d'encapsuler des bactéries qui sont anaérobies à l'intérieur. Et le fait d'encapsuler ces bactéries, ça va permettre leur développement, ça va favoriser leur développement. La transition d'un milieu aérobie vers anaérobie, c'est la transition d'un microbiote en symbiose vers un microbiote qui est dysbiotique. Donc le fait de laisser cette plaque s'accumuler va entraîner la pathologie tout simplement, et c'est pas juste la bactérie pathogène seule qui peut avoir un effet au niveau des pathologies parodontales.
On va quitter un petit peu la microbio pour aller voir la partie clinique, tout simplement. Quand on a un parodonte qui est sain, on a le rebord marginal de la gencive qui est situé au niveau de la jonction émail-sément. Quand on va commencer à avoir une accumulation de dépôts, on va aller vers la gingivite. Il y aura une atteinte du parodonte qui est superficielle. Et si ça se poursuit dans le temps, on va avoir une atteinte du parodonte profond avec une destruction osseuse et notamment l'apparition de poches parodontales. Donc les poches parodontales, c'est ce qui va vraiment faciliter le développement des bactéries puisqu'on va avoir un milieu anaérobie profond. Les maladies parodontales et notamment les états parodontaux ont été très bien décrits lors de la conférence de Chicago en 2018 par l'Association américaine de parodontologie et la Fédération européenne de parodontologie. Différents états ont été décrits, la santé gingivale, la gingivite liée à la plaque, non liée à la plaque, les parodontites, les maladies parodontales qui sont nécrosantes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ces maladies elles ont été décrites comme étant infectieuses, d'origine bactérienne, ce qu'on a vu tout à l'heure. Elles sont inflammatoires et surtout, elles sont multifactorielles. Multifactoriel, ça veut dire qu'en fait, des paramètres systémiques et environnementaux vont avoir un impact sur l'expression, tout simplement, de la maladie. Vous le savez, il y a de nombreuses maladies qui vont favoriser l'apparition des problèmes parodontaux. Les déficits immunitaires, les problèmes cardiovasculaires, les patients qui sont diabétiques, ça va favoriser tout simplement l'apparition de pathologies parodontales. Et dans le sens inverse, c'est vraiment une relation qui est bidirectionnelle. Les maladies parodontales vont augmenter la production de toxines. Il y a plus d'inflammation de bas grade avec des marqueurs évidemment inflammatoires, les TNF-alpha, les IL-bêta, etc. Et ça va dégrader les contextes médicaux et notamment dans le cas des diabètes. Et donc, c'est très intéressant. Je veux vraiment vous montrer quelques petits cas cliniques. Là, ce sont des patients qui avaient tous des pathologies systémiques qui ont entraîné des expressions gingivales qui sont surexprimées par rapport à d'autres patients. En haut à gauche, vous avez notamment un patient qui a eu des accroissements gingivaux du fait d'une hypertension qui a été stabilisée par la prise d'amlodipine. En haut à gauche, là, c'est une patiente qui est venue avec une gingivite ulcéro-nécrotique. Elle avait eu une sleeve, elle n'a pas pris ses compléments vitaminiques et ça a entraîné vraiment une nécrose au niveau gingival. En bas à gauche, vous avez un patient qui avait une insuffisance rénale chronique avec évidemment des accumulations de tartre et de dépôts. Mais chez un patient sain, on n'aura certainement pas eu la même expression au niveau de la gencive. Enfin, un cas que vous pouvez rencontrer certainement beaucoup plus fréquemment, une patiente qui avait tout simplement un état prédiabétique, avec bien sûr un petit encombrement au niveau de ses incisives. Ça a flambé, et c'est vraiment ces signes qui doivent nous montrer que le patient il est en mauvaise santé, et c'est pour ça que la parodontite elle a pu s'installer. Donc c'est extrêmement important d'avoir en tête qu'il faut certes qu'il y ait de la plaque, c'est l'élément clé au niveau des maladies parodontales, mais il faut surtout prendre en compte la notion d'hôte permissif. Notre patient, son état de santé général va permettre le développement de la maladie parodontale. Là aussi, c'est un schéma qui a été tiré donc, de la classification de 2018 et qui est très clair, qui nous montre en fait qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux et notamment systémiques qui peuvent entraîner et favoriser le développement des maladies parodontales. Et dans cet article, il mentionne notamment la grossesse par l'augmentation des hormones stéroïdes sexuelles. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que la gencive va changer pendant la grossesse ? Tout simplement parce qu'on va avoir une augmentation du taux d'hormones de grossesse et notamment une augmentation des œstrogènes et de la progestérone. On va avoir une augmentation de la perméabilité vasculaire par dilatation des capillaires sanguins, un déficit de vitamine B9. La vitamine B9, c'est ce qui permet la synthèse du collagène et donc le remaniement gingival. On va avoir une réduction de la réponse immunitaire et donc une stimulation de la croissance bactérienne orale. Donc la femme enceinte, elle va avoir des modifications hormonales, des modifications immunologiques, et en plus des modifications environnementales, avec généralement une diminution du pH buccal. Et donc en fait, l'écosystème buccal, il est rompu, et ça va la rendre un hôte permissif à l'apparition des maladies parodontales, avec une modification notamment des espèces bactériennes présentes en bouche. Donc ça, ce sont des observations de la Fédération européenne de parodontologie, c'est que pendant la grossesse, la prévalence et la sévérité de la gingivite orale sont beaucoup plus élevées et surtout non liées à la quantité de plaques. Ce qui veut dire que pour une même quantité de plaques chez une femme enceinte ou chez une femme en postpartum, la femme enceinte aura une expression gingivale qui sera beaucoup plus dégradée par rapport à la femme qui est en postpartum. Donc, une femme enceinte aura plus de signes d'inflammation pour une quantité de plaques qui peut être vraiment beaucoup plus faible. Les 3 pathologies les plus fréquentes que vous retrouverez chez les femmes enceintes, c'est 1. La gingivite gravidique, 2. l'épulie
Et ensuite, c'est la transformation beaucoup plus rapide de la gingivite en parodontite chez ces femmes enceintes. On va commencer tout simplement par la gingivite gravidique. Vous savez la reconnaître, il n'y a rien de compliqué. Il y a de l'œdème, de la rougeur, du saignement, des dépôts. L'inflammation, elle est généralement localisée au niveau du sulcus. Elle ne va jamais dépasser la ligne de jonction muco-gingivale. On peut avoir des colorations, des douleurs, un aspect rouge, de la litose. C'est quelque chose qui est complètement réversible. D'accord ? C'est quelque chose vraiment qui est réversible. Donc, quand on a une patiente qui se plaint de saignement au brossage, on ne dit pas « bah oui, vous êtes enceinte, c'est normal », surtout pas. En fait, c'est le premier signe d'alerte. On peut agir, on peut faire quelque chose, et il est vraiment très très important de le prendre en charge tout de suite pour ne pas que ça se dégrade, pour ne pas que ça empire et que ça devienne une parodontite. L'idéal dans la prise en charge, c'est évidemment la prévention. Dès que vous avez une femme qui vous dit qu'elle prend de l'acide folique, dès qu'elle vous dit bah, « je suis en parcours de PMA » ou « j'ai envie d'avoir des enfants », c'est vraiment important que vous disiez « ah ben, on va faire très attention à votre état gingival, c'est quelque chose qu'il faut qu'on gère avant, évidemment, la grossesse, et surtout, il faut que vous éduquiez vos patients à la santé orale, motivez à brosser matin et soir, utilisez les brossettes interdentaires, ça c'est vraiment la prévention. Maintenant, elle vient vous voir, elle a déjà sa gingivite qui est installée. Il va falloir, dans un premier temps, revoir avec elle la technique de brossage. Si vous faites un débridement, vous faites le détartrage, mais que la patiente ne s'est pas brossée à la maison, globalement, votre acte ne servira à rien. Donc la première étape pour tout, c'est révision de la technique de brossage, éducation de la patiente au nettoyage interdentaire pour qu'elle sache maîtriser le contrôle de plaque quotidiennement chez elle sans vous. Ensuite, vous passerez au débridement non chirurgical. Dans cette slide, j'ai aussi mis qu'on pouvait faire un débridement sous-gingival ou un traitement chirurgical parodontal si c'est nécessaire, mais là c'est dans le cas évidemment de la parodontite, la gingivite s'est dégradée et la parodontite s'est installée. Troisième étape, indispensable, il faudra qu'il y ait un suivi thérapeutique. Vous ne pouvez pas juste expliquer le brossage, faire le débridement et dire bon bah bon courage pour votre grossesse, on a hâte de vous revoir après. Non, il faut que vous suiviez la patiente parce que tout peut se dégrader, continuer à se dégrader au cours de la grossesse, donc il faut vraiment suivre vos patientes et les motiver quotidiennement, dès que vous les voyez régulièrement, pour bien brosser. Deuxième petit focus, c'est sur les pulis. Les pulis, ça peut être plus inquiétant pour vous quand vous le diagnostiquez, mais c'est une tumeur qui est complètement bénigne au niveau de la grossesse. C'est une petite masse rouge au niveau de la gencive. Souvent, ça peut être beaucoup plus petit que ça, évidemment. Là, c'est un cas où la patiente était vraiment gênée par la présence de cette épulie, saignement quotidien, impossibilité de manger, brosser au niveau de cette zone. Donc là, on a dû faire une exérèse qui a été chirurgicale. En revanche, là, vous avez des cas qui sont beaucoup plus bénins, notamment en haut à gauche. La patiente, c'est elle-même qui l'a signalé. Quand c'est bénin comme ça, c'est tout petit, ça peut complètement disparaître et ça disparaît généralement une fois que la patiente a accouché. Voilà, il faut juste motiver au brossage, montrer à la patiente comment entretenir ces zones-là. Alors, je vais prendre le relais. D'abord, merci au laboratoire Pierre Fabre de me permettre de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. C'est mon cœur de métier. Je suis donc sage-femme. Je ne m'occupe pas tout à fait du même orifice que vous, mais vous allez voir, il y a un lien. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler à la fois de l'influence de la grossesse sur la santé bucco-dentaire et de l'influence de la santé bucco-dentaire sur la grossesse. Tout d'abord, vous le savez, au moment de la grossesse, il y a une modification d'hormones. Il existe 3 hormones, ça c'est juste de rappel, des hormones polypeptidiques qui sont des hormones qui sont formées à partir de chaînes d'acides aminés, comme par exemple l'insuline, des hormones qui sont issues d'un seul acide aminé, par exemple les hormones thyroïdiennes, et puis les hormones stéroïdiennes, c'est celles qui vont nous intéresser ici. Les principales hormones stéroïdiennes qui vont nous intéresser, elles sont synthétisées dans les surrénales, il s'agit du cortisol et de l'aldostérone, et dans les ovaires, il s'agit des œstrogènes et de la progestérone. Il se trouve que pendant la grossesse, à partir du 2e trimestre, le placenta va devenir une source importante de production de progestérone et d'œstrogène, au point qu'au 3e trimestre de la grossesse, les taux d'hormones stéroïdiennes ils peuvent atteindre jusqu'à 10 à 30 fois ce que l'on observe en dehors de la grossesse. Et toutes ces hormones, elles vont avoir bien évidemment des effets, comme on disait tout à l'heure, systémiques sur tout le système du corps humain. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que je pense que ce n'est pas ça qui sera le plus intéressant dans ma présentation. Mais en tous les cas, entendez que ces hormones, que ce soit le cortisol, l'aldostérone, vont avoir
des actions sur le système immunitaire, sur l'inflammation, sur le débit et le volume sanguin, augmentant donc, bien évidemment, quand il y a une augmentation du flux sanguin, il y a aussi une augmentation du flux sanguin au niveau des tissus gingivaux, les rendant plus sensibles, plus gonflés, plus susceptibles de saigner. Et effectivement, Cécile l'a dit tout à l'heure, la femme enceinte qui saigne des gencives, les gingivorragies, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Par ailleurs, en plus des modifications corporelles de la femme enceinte, qui va donc être plus susceptible de développer des maladies parodontales, il y a une augmentation. L'augmentation hormonale va aussi favoriser la croissance de certaines bactéries, telles que le Prevotella, qui est incriminé dans des pathologies parodontales. Et puisque son développement, sa multiplication nécessite œstrogènes et progestérone. Donc c'est un milieu très... la femme enceinte est un milieu très favorable pour le développement de ces bactéries. Il y en a donc, ce sont donc des bactéries qui vont se développer plus volontiers. Et par ailleurs, on sait que la femme enceinte va être plus susceptible de souffrir tout au long de sa grossesse de nausées, de reflux gastro-œsophagien, de vomissements. Tout ça va acidifier le pH buccal et toutes ces perturbations peuvent entraîner une fragilisation de l'émail, voire une apparition de l'érosion dentaire. Et en outre, tous ces troubles digestifs peuvent aussi conduire à une modification des habitudes alimentaires des patientes qui sont plus à même de fractionner leur repas et donc pas forcément de se brosser les dents à chaque fin de repas, mais également de consommer un peu plus de sucre. C'est les fameuses fraises des femmes enceintes. Alors, il se trouve qu'il y a une étude, ici l'étude de Rakhshanok, qui a été publiée en 2010, qui a été réalisée auprès de 197 patientes, la moitié enceinte, l'autre non enceinte, a montré que plus de 74% des femmes enceintes avaient des caries et 86% d'entre elles avaient une gingivite. Et il y avait en fait une vraie différence significative entre les femmes qui étaient enceintes et les femmes qui étaient non enceintes, puisque les femmes enceintes étaient 2,9 fois plus susceptibles de souffrir de caries et les femmes et 2,2 fois plus susceptibles de souffrir de gingivite. Alors, si la grossesse en elle-même induit une augmentation du risque de pathologie gingivale, parodontale, dentaire, eh bien, ces dernières, elles peuvent aussi, à l'inverse, avoir un impact sur le déroulement de la grossesse et de son issue, et c'est ça sur lequel je voudrais le plus insister. Il y a plusieurs études qui vont mettre un lien, en évidence, un lien significatif bidirectionnel entre donc santé bucco-dentaire et issue défavorable de la grossesse. Quand je parle d'issue défavorable de la grossesse, de quoi est-ce que je parle? D'accouchement prématuré, de fausses couches spontanées précoces et tardives, de faible poids de naissance, de prééclampsie, de rupture prématurée des membranes ou de mort fœtale in utero. Tous les acronymes, j'essaierai de vous les dire à chaque fois en entier. Alors, quand on parle de fausses couches spontanées ou de mort fœtale in utero, vous entendez bien qu'il s'agit là d'une perte de grossesse. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça et il faut comprendre qu'en fait, pour comprendre ce que c'est que la fausse couche, la grossesse est un continuum. Alors, la plupart des gens parlent en mois, on sait que la grossesse c'est 9 mois. Les sages-femmes, les gynécologues, les obstétriciens, nous on parle en semaine d'aménorrhée, qui veut donc dire semaine sans règles. Et en fait, la femme, elle peut accoucher à n'importe quel terme de la grossesse, puisque c'est un continuum. Simplement, quand elle accouche les 3 premiers mois de la grossesse, ça s'appelle une fausse couche précoce. Quand elle accouche jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, je vous ai mis 22 en bleu, parce que 22, c'est la limite définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la limite de viabilité des nouveau-nés et des fœtus. Quand on accouche avant 22 semaines d'aménorrhée, ça veut dire une fausse couche spontanée tardive. C'est violent pour les patientes qui le subissent parce que lorsque l'enfant naît avant 22 semaines d'aménorrhée, 21 semaines d'aménorrhée et qu'il naît vivant, elles l'ont dans les bras, on les accompagne sur des accompagnements de fin de vie et des soins palliatifs en salle de naissance. Ce sont pour autant des enfants qui seront déclarés sans vie parce que dans la loi française, on ne peut pas naître vivant si on est non viable. Alors la différence est subtile, mais je vous assure que pour la patiente qui le vit, elle prend tout son sens. Entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée, il y a une zone grise parce que si la limite de viabilité c'est 22 semaines d'aménorrhée en France, on choisit de ne pas réanimer avant 24 semaines d'aménorrhée et je vous exposerai tout à l'heure les raisons. Entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, on parle d'extrême prématurité, entre 28 et 32 de grande prématurité, entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée de moyenne prématurité,
puis l'enfant est à terme sur le dernier mois de grossesse, et au-delà de 41 semaines d'aménorrhée, on parle de dépassement de terme ou de grossesse prolongée. Il faut comprendre, pour s'intéresser à la prématurité, qu'en fait, tout au long de la grossesse, le fœtus va se développer avec des stades cruciaux et différents. Les 3 premiers mois de la grossesse, c'est les mois d'embryogénèse et d'organogénèse. Ça veut dire qu'il y a un risque maximum de tératogénicité pour ces fœtus-là. Sur le 2e et 3e trimestre, et vous allez voir, encore une fois, c'est un continuum. Il y a une maturation digestive qui se fait, une maturation pulmonaire et une maturation neurologique qui va bien au-delà de la naissance, puisqu'on le sait maintenant, les études le montrent, le cerveau, on considère qu'il est mature à l'âge de 25 ans. Oui, mais c'est vrai, c'est pour ça aussi que les substances psychoactives et tout ça, c'est pas une bonne idée. Les joints, quand on a 15 ans, c'est aussi pour ça, et ça permet aussi de diagnostiquer certaines pathologies, ça révèle certaines pathologies. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez qu'un enfant qui va naître à 28 semaines d'aménorrhée, sur ce diapo, il va avoir lutté dans sa prématurité sur, à la fois, ça va être compliqué d'un point de vue digestif, difficulté pour respirer, et puis un système neurologique qui, bien évidemment, sera encore moins mature qu'un nouveau-né à terme. Et quand je parle de maturation digestive, je parle de quoi? Et c'est quoi les séquelles d'un nouveau-né prématuré? Eh bien, la grande pathologie digestive est gravissime des prématurés, c'est l'entérocolite ulcéronécrosante, qui nous amène à faire des résections de grêle et des stomies chez des nouveau-nés qui sont hospitalisés, qui sont souvent opérés à de multiples reprises avec des anastomoses termino-terminales qui sont beaucoup plus tardives. Quand je vous parle de maturation pulmonaire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'un prématuré, outre le fait d'être prématuré et d'avoir toutes ces séquelles-là, il va lutter pour sa vie, c'est lutter pour respirer. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mise, c'est difficile pour ces bébés de respirer. Et vous pouvez le comprendre, toute l'angoisse que ça doit générer pour eux d'aller chercher leur air. Il n'y a rien qu'à voir que certaines personnes qui sont... On le sait, quand on manque d'air, on ne se sent pas bien, on a besoin de respirer. C'est ça que vivent les enfants prématurés. La prématurité, ce n'est pas anodin. C'est 7% des naissances en France, 50 000 naissances par an. Ça veut dire qu'à l'issue de ce topo, il y aura 6 prématurés nouveaux qui seront nés en France. Quand on regarde les statistiques de ces prématurés, bien évidemment, l'immense majorité seront de la prématurité moyenne, mais doit-on la banaliser pour autant? Vous allez voir que la suite de mon topo, la réponse sera non. 15% de grande prématurité et 5% d'extrême prématurité. Cette prématurité, c'est quoi? Pour 60% d'entre elles, ce sont des prématurités induites, c'est-à-dire des patientes qui vont entrer spontanément au travail alors qu'elles ne sont pas à terme. On a plein de médicaments, j'imagine comme vous en dentaire, mais il y a plein de choses qu'on sait faire, il y a aussi plein de choses qu'on ne sait pas faire. On est hyper mauvais sur le contrôle de la naissance. Parce que sinon, si on savait arrêter, on a des médicaments qu'on appelle tocolytiques pour arrêter les contractions. S'ils étaient hyper efficaces, il y aurait 0% de prématurité induite, spontanée, ce n'est pas le cas. Et si on savait déclencher toutes les patientes, au contraire, on n'aurait pas de césarienne pour échec de déclenchement. Et ça n'est pas le cas non plus. Alors on a des médicaments, mais on est très limité malgré tout dans ce que l'on sait faire. 60% de prématurité spontanée, ça veut dire aussi 40% de prématurité induite. La prématurité induite, c'est quoi? C'est quand on a des pathologies obstétricales qui nous font penser que pour la santé de la mère ou pour la santé du bébé, ce serait mieux si l'enfant était à l'extérieur du corps de sa mère et qu'il se débrouillerait mieux ou que la mère se débrouillerait mieux sans avoir son nouveau-né, son fœtus in utero. Cette prématurité induite, on l'induit en cas de pathologie. Et là encore, vous allez voir, ces pathologies sont des pathologies qui peuvent être induites par des pathologies parodontales. Donc, je parle de prééclampsie, je vais vous le détailler juste après, rupture prématurée des membranes ou faible poids de naissance, c'est-à-dire un bébé qui ne grossirait pas assez in utero. Et tout ça font qu'on va induire de la prématurité, ça va nous réamener à nouveau sur de la prématurité, mais de la prématurité avec des bébés qui, en plus d'être prématurés, devront composer avec un faible poids de naissance, avec toutes les complications possibles de la prééclampsie ou de la rupture prématurée des membranes, où le fœtus n'est plus dans une poche stérile et donc beaucoup plus à même d'être infecté. Et je vous assure, pour un prématuré, lutter pour respirer, c'est une chose. Lutter pour respirer et combattre des microbes quand on n'a pas de système immunitaire mature, c'en est une autre. La prééclampsie, c'est quoi? C'est en fait une maladie liée à la grossesse, dont le traitement, c'est l'arrêt de la grossesse, où la femme va se comporter comme si elle faisait un rejet de greffe
de son fœtus, puisque le fœtus n'est pas elle-même, il est à l'intérieur de son corps. Alors toutes ces hormones nous permettent de diminuer notre système inflammatoire, mais ça va avoir des conséquences sur les maladies parodontales. Et on a un placenta dysfonctionnel avec une insuffisance placentaire. Le diagnostic, c'est la patiente, elle a des protéinuries, elle a une hypertension artérielle. Bien évidemment, d'autres organes peuvent être touchés, les reins, le foie, etc. C'est pas quelque chose de rare puisque c'est 5% des grossesses. Pour autant, la plupart des femmes, elles vont accoucher en bonne santé avec un bébé qui va être en bonne santé. Mais le pronostic vital de la mère et du fœtus va être mis en jeu dans 10% des cas. C'est quand même 0,5% des grossesses. Et moi, je trouve que vraiment, ça n'est pas rien. Les principales complications maternelles, ça va être donc l'éclampsie, qui sont des crises convulsives potentiellement fatales et probablement provoquées par des manifestations hypertensives artérielles intracrâniennes en tous les cas. Le HELP syndrome qui associe une cytolyse hépatique, une diminution des plaquettes, une hémolyse. Et puis l'insuffisance rénale et l'HRP qui veut dire hématome rétroplacentaire, où il y a un hématome qui se forme entre l'utérus et le placenta, ça décolle le placenta, et c'est un fœtus qui va décéder si on ne fait pas de césarienne en urgence très rapidement, et la femme qui va saigner extrêmement massivement aussi derrière. Pour le fœtus, les complications, c'est le petit poids d'âge gestationnel, donc ces bébés, parce qu'il y a une insuffisance placentaire, qui sont mal perfusés, qui grossissent pas, et quand on arrête de grossir et qu'on mange plus, et ben, au bout d'un moment, on meurt in utero, c'est la mort fétale in utero. Le traitement symptomatologique, ça va être de traiter l'hypertension de la patiente, d'essayer de relancer la diurèse, etc. Mais le traitement, bien évidemment, vous l'avez compris, il est donc étiologique, où on arrête la grossesse. Arrêter la grossesse, c'est faire naître des bébés prématurés. Et c'est donc la préclampsie responsable d'un tiers des prématurés. Je voudrais revenir sur la prématurité pour vous dire que c'est un long parcours du combattant avec des issues qui sont incertaines et des séquelles probables en cas de survie, avec un risque de mortalité néonatale, des troubles du développement neurologique à long terme, avec des complications neurologiques qui sont possibles, que l'on voit comme l'hémorragie intraventriculaire qui est extrêmement fréquente chez les prématurés, les leucomalacies qui sont des nécroses de la substance blanche, donc des trous dans le cerveau, des rétinopathies, de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un lourd parcours. Pour voir ce que deviennent ces nouveau-nés, il y a une étude formidable qui a été menée, l'étude Épipage, qui a été menée en France, qui est une cohorte prospective nationale, donc extrêmement représentative de la population, puisqu'elle a été menée dans tous les services de maternité et de néonat en France en 2011. Et elle a suivi les bébés nés prématurément. L'objectif était d'étudier la survie et la survie sans morbidité néonatale sévère. Et qu'est-ce qu'elle nous a montré, cette étude ? Vous reprenez la frise de la grossesse de tout à l'heure. Eh bien que si la prématurité, ça n'est que 7% des naissances, c'est pour autant la prématurité 70% de la mortalité néonatale. Et le taux de morbidité sévère à la sortie, il est celui-là. Et c'est pour ça qu'en France, on ne réanime pas entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée. C'est 1% de survie avec 100% de morbidité sévère. Sur de l'extrême prématurité, on est entre 30 et 75% de survie, 88-53% de morbidité. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est extrêmement différent de naître à 24 ou de naître à 27. Et à ce terme-là, chaque jour in utero est un jour de gagné, et on se bat sur des heures et on se bat sur des jours avec les patientes. Plus on va avancer, plus le taux de survie sera bon, et moins, bien évidemment, il y aura de morbidité sévère. La morbidité moins sévère, elle a été aussi évaluée sur les séquelles à 5 ans. Donc c'est vraiment une cohorte qui a permis de suivre ces enfants et qui a montré qu'en fait, ce sont des enfants qui aussi ont besoin de soutien scolaire quand ils arrivent à aller à l'école, qui ont des troubles neurodéveloppementaux graves à modérés ou légers dans des proportions du coup un petit peu plus importantes. Maintenant que ces pathologies obstétricales, vous les avez un petit peu plus cernées, j'aimerais vous montrer le lien qu'il existe entre pathologie parodontale et pathologie obstétricale. Pokpa, il a réalisé une revue de la littérature qui a regroupé 232 études pour près de 120 000 participantes. Donc c'est vraiment une étude à très grande échelle, mais qui est une revue de la littérature. Les premières études, alors vous voyez, 1996, la première, elle est un peu vieille, mais les 3 dernières, 2020, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et qu'est-ce qu'il nous a montré ? Eh bien, même si toutes ces méthodes n'ont pas la même méthode, même si la majorité des études, elles ont mis en évidence, malgré tout, une association statistiquement significative entre PD, parodontal disease, et
PTB, c'est préterm birth, donc la prématurité, dans 64%. Low birth weight, le petit poids d'âge gestationnel, dans 72%. PLBW, c'est l'association et de la prématurité et du petit poids de naissance, dans 59%. Dans 69%, un lien entre pathologie parodontale et prééclampsie. Et dans 50%, entre pathologie parodontale et autres pathologies dans lesquelles ils avaient inclus la rupture prématurée des membranes, les fausses couches spontanées précoces et tardives et les morts fétales in utero. Alors, je voudrais terminer ce topo en vous disant qu'il y a un lien bidirectionnel qui est connu, qui est maintenant démontré, qui doit nous amener à considérer la grossesse comme une opportunité de soins bucco-dentaires pour la femme enceinte, ce que, me semble-t-il, on ne fait pas forcément assez aujourd'hui. La grossesse, elle a été en plus identifiée comme une période qui est susceptible, où les femmes sont plus susceptibles d'adopter des changements de comportement positifs. Elles vont essayer d'arrêter de fumer, elles vont adopter un régime équilibré. Donc ça me semble en fait une opportunité importante, ce moment-là de leur vie, et unique pour qu'elles adoptent les bons comportements. Et puis en plus, on le sait, une meilleure hygiène bucco-dentaire maternelle, elle est aussi associée à une diminution du taux de carie de la petite enfance chez l'enfant. Donc c'est vraiment un moment pour moi, une opportunité à saisir. La question sur la dernière visite chez le dentiste, bien évidemment, il me semble qu'elle devrait faire partie de la procédure de dépistage standard de l'équipe périnatale. La HAS, d'ailleurs, elle recommande aux professionnels de la périnatalité d'aborder cette problématique de la santé bucco-dentaire de la femme et de l'enfant à naître. Au cours du bilan prénatal de prévention, on le fait peu. Et je dois dire que même quand on les interroge, on fait des diathèses hémorragiques en fin de grossesse. C'est souvent les anesthésistes qui font ça. Et quand elles nous disent « oui, on a les dents qui saignent », on se dit quoi, nous, dans nos têtes? On se dit « ah, est-ce qu'il y a une perturbation du bilan d'hémostase? Est-ce qu'elle pourrait avoir la péridurale? Est-ce qu'elle risque de saigner après l'accouchement ?» Et on n'imagine pas forcément tout ça derrière. Et il me semble que les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes aussi doivent se munir de cette question-là. Et enfin, pour terminer, je vous dirais juste que les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un examen de prévention bucco-dentaire chez le chirurgien dentiste à compter du 1er jour du 4e mois de grossesse jusqu'au dernier jour du 6e mois après l'accouchement, qu'il comprend une anamnèse, un examen bucco-dentaire et qui va permettre la planification de soins nécessaires ainsi que des conseils de prévention et d'éducation sanitaire pour la patiente et pour l'enfant à naître. Cet examen, il est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, il est sans avance de frais et les patientes, elles sont informées de ce dispositif par réception d'une invitation par l'assurance maladie avec des soins qui sont réalisés à la suite de cet examen et qui sont pris en charge normalement 100% par l'assurance maladie jusqu'au 6e mois de grossesse, jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Et voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention. Ok, difficile de passer après Caroline, mais je vais essayer de moi tenter quand même de vous recaptiver en vous parlant vraiment de l'impact des maladies parodontales sur la grossesse et surtout s'il y a un lien bidirectionnel. On se replonge à nouveau plus dans le dentaire, moins dans les complications de la grossesse. Donc, on vous l'a assez rabâché, vous l'avez compris, lors de la grossesse, on a une augmentation de l'œstrogène, de la progestérone, et en fait, ces deux hormones, elles vont avoir un impact très important au niveau gingival. L'œstrogène, ça va plutôt entraîner une diminution globale de la réponse immunitaire, il va y avoir une diminution de la production de lymphocytes, il va y avoir moins de chimiotactisme au niveau des polynucléaires neutrophiles et plus de phagocytose au niveau de ces mêmes polynucléaires neutrophiles. La progestérone, elle, de son côté, elle va augmenter la réponse inflammatoire des tissus, elle va stimuler la production des médiateurs de l'inflammation et ça va augmenter notamment la perméabilité vasculaire qui va permettre le passage donc, des bactéries au niveau de la vascularisation. Donc la prévalence de la gingivite gravidique chez la femme enceinte va de 30 à 100% des femmes enceintes. Il y a une énorme divergence, c'est énorme la différence entre 30 et 100%, c'est vraiment lié en fait au pays des études, la définition évidemment de la gingivite et des stades de grossesse qui ont été étudiés dans les différentes études. Mais ça veut dire quand même que la prévalence, elle est importante. Dans tous les cas, c'est au moins une femme sur 3 à minima. Donc, on a vu que la grossesse est favorisée l'établissement des maladies parodontales. Mais quels sont les effets de la parodontite? Donc là, on n'est plus sur une simple gingivite, on a déjà une destruction au niveau du système d'attache. On a des bactéries parodontopathogènes qui sont installées dans la cavité buccale avec une dysbiose. Donc, quel va être l'effet de cette parodontite au niveau
de la grossesse et surtout au niveau des complications de la grossesse. Donc elle en a abordé beaucoup, Caroline, juste avant moi. Nous, dans les études, ce qui est surtout abordé, c'est la naissance prématurée, donc les enfants de faible poids de naissance et la prééclampsie. Donc, comment est-ce que la parodontite pourrait affecter le cours de la grossesse? Donc, moi, je vais vous présenter ce schéma qui est quand même assez connu. Donc, en haut à gauche, on a le schéma d'une bouche qui est atteinte de parodontite. On va avoir des bactéries et des sous-produits bactériens, des facteurs de virulence, qui vont être projetés au niveau de la vascularisation du système sanguin. Donc, on a une première option, soit ça va aller directement au niveau placentaire, et donc ça va créer une réponse inflammatoire et immunitaire au niveau de la zone placentaire. Soit les produits bactériens et les bactéries vont aller au niveau d'autres organes, et notamment au niveau du foie. Il va y avoir donc une production de facteurs inflammatoires, donc là on va parler plutôt d'une inflammation de bas grade, et ce sont ces produits, ces médiateurs de l'inflammation qui vont aller au niveau placentaire pour induire une inflammation au niveau du placenta et de la zone de fœtus. Et donc ça peut aboutir aux différentes complications de la grossesse. Donc, pour résumer, on a une voie directe. Quand on a une parodontite, on a un état qui est dysbiotique, du biofilm au niveau des tissus parodontaux, et il peut y avoir donc une dissémination, tout simplement, de ces produits au niveau de la vascularisation, ce qui peut directement aller au niveau du placenta, créer une inflammation au niveau de la zone placentaire. Et donc, on va avoir une bactériémie, et donc ça peut induire des complications. Soit, je le redis, voie indirecte. Dans ce cas-là, on va directement aller solliciter le foie. Il va y avoir une production importante de cytokines qui va stimuler la production de prostaglandines. Et ça peut entraîner une inflammation très importante avec donc les contractions utérines, une rupture prématurée des membranes, voire de la prééclampsie. Ça a été montré, il y a des bactéries parodontopathogènes qui ont été retrouvées au niveau des liquides amniotiques des femmes qui sont atteintes de parodontite. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une migration qui est possible de ces bactéries, comme dans tous les organes, au niveau du fluide amniotique. La conséquence, ça va être quoi? Ça va créer évidemment de l'inflammation. On peut avoir une malnutrition fœtale, et donc avec évidemment une perturbation de la croissance. Il peut y avoir une hypertension qui peut contribuer à la prééclampsie, voire à la mort intra-utérine du fœtus. Donc, le porphyromonas gingivalis, entre autres, c'est un des nombreux parodontopathogènes, il est aussi présent dans la cavité buccale des femmes qui ont accouché sans que ce soit dans le cas d'une prééclampsie ou d'une prématurité, mais dans des taux beaucoup moins importants que les patientes qui, elles, étaient atteintes de parodontite. Donc il faut bien avoir en tête que la colonisation bactérienne au niveau placentaire, elle va induire une réaction inflammatoire qui peut donc altérer la structure placentaire et par la production évidemment de cytokines, et donc qui va perturber la circulation sanguine. Comme ça a été vu avant, la circulation sanguine, ça va être les nutriments pour le fœtus, et donc ça va altérer sa croissance, voire induire une complication au niveau de la grossesse. Si on reprend ce schéma, il va nous montrer donc les trois différents mécanismes qui peuvent interagir. Vous avez A, B, C, lorsque des bactéries telles que Porphyromonas gingivalis vont être disséminées dans la vascularisation. Soit A, on va avoir directement une réaction en fait au niveau placentaire suite à la présence de la bactérie et de ces facteurs de virulence, donc notamment les gingivopaïnes. Deuxième action, on peut avoir une réponse inflammatoire au microbiome placentaire qui est devenu dysbiotique, comme dans la cavité buccale, on passe de la symbiose à la dysbiose en cas de maladie parodontale. Quand on a des parodontopathogènes qui vont au niveau du liquide amniotique, on va là aussi passer d'une situation de symbiose à dysbiose avec la formation du coup d'inflammation évidemment. Enfin, troisième option, on a un biofilm qui est dysbiotique au niveau de la cavité buccale. On va avoir beaucoup plus de facteurs inflammatoires, une inflammation de bas grade, la production de cytokines, et dans ce cas-là, on va avoir ces médiateurs de l'inflammation qui vont avoir une action au niveau placentaire et au niveau du fœtus. Donc là, c'est la référence, c'est la revue systématique, le consensus qui avait été fait entre l'Association américaine de parodontologie et la Fédération européenne de parodontologie. Donc la revue systématique, c'est une revue évidemment qui est très précise et très contrôlée au niveau de tous les articles qui ont été publiés. Ça avait été initialement fait en 2013 et revu en 2017, mais 2017 c'est déjà ancien. Les conclusions de ce consensus, c'était qu'il y avait une association qui était faible, mais significative entre la maladie parodontale et la prématurité ou le faible poids de naissance.
En revanche, on avait une association significative entre maladie parodontale et prématurité pour cause de prééclampsie. Les femmes qui souffrent de parodontite ont 2,85 plus de risque d'avoir une prééclampsie qu'une patiente qui n'a pas de parodontite. Et donc ce chiffre il est extrêmement important parce que c'est beaucoup, quasiment 3 fois plus de risque de prééclampsie. Pourquoi est-ce que l'association elle est faible pour les autres maladies parodontales? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque en fait qui sont communs entre les complications de grossesse et la parodontite, notamment l'obésité, l'hypertension, le tabagisme, le stress, le niveau socio-économique. Donc c'est pour ça que ça limite également l'association. Mais il faut aussi avoir en tête que l'étude que Caroline vous a présentée tout à l'heure, c'est 2021. Moi, ce que je vous présente, c'est 2017. Il n'y a pas de consensus plus récent. Donc évidemment, ça mériterait un nouveau consensus pour qu'on ait de nouvelles recommandations, des nouveaux chiffres qui peuvent alerter nos patientes et les motiver évidemment à traiter leurs problèmes parodontaux. Le problème, c'est que est-ce que le traitement parodontal va permettre de diminuer le risque de complications? Et malheureusement, les preuves sont insuffisantes pour montrer qu'un traitement parodontal pendant la grossesse va permettre de limiter l'apparition des complications. Là aussi, les limites dans les études, c'était le moment de réalisation du traitement parodontal, si le traitement parodontal a abouti à un succès ou pas, la santé parodontale. Et donc des essais cliniques randomisés sont absolument nécessaires, mais c'est très compliqué les essais cliniques sur les femmes enceintes, puisque elles n'ont pas non plus envie qu'on teste des choses sur elles pendant leur grossesse. Malgré tout, moi ce que je veux qu'on retienne comme message, c'est que le meilleur traitement, c'est la prévention. Le traitement parodontal, par ailleurs, il est sans danger pour la femme enceinte ou pour le fœtus. Donc il est important de diminuer dans tous les cas l'inflammation chez nos patientes. Et on a vraiment, en plus, même si l'association elle est faible pour certaines pathologies, une association qui a été démontrée entre les complications de la grossesse et la maladie parodontale. J'aimerais que juste qu'on revoie ensemble les recommandations pour la prise en charge de la femme enceinte au cabinet dentaire. Donc il est vraiment important qu'on adapte nos soins dentaires aux femmes enceintes pour leur confort, pour la sécurité du fœtus. Et c'est des simples petits ajustements qu'on peut faire qui vont nous permettre en fait de bien les prendre en charge. Au premier trimestre, prudence maximale. On essaye vraiment de faire les soins uniquement urgents pour ces patientes. Comme l'a dit Caroline, c'est la période d'organogénèse. Donc c'est une période qui est très importante pour le développement du fœtus. Donc le moins on touche, le mieux c'est. Le deuxième trimestre, ça va être la période qui va être optimale. La patiente, elle va être en forme, elle va avoir moins de nausées, donc c'est une période de choix pour réaliser des soins dentaires. Elle est encore mobile, elle est encore confortable, souvent moins stressée, etc. Troisième trimestre, on peut également réaliser des soins. En revanche, la patiente peut être beaucoup plus stressée. Il faut faire des séances courtes parce qu'elle va être beaucoup plus fatiguée. Et il faut surtout faire très attention au syndrome de la veine cave. La veine cave, ça c'est éviter une compression en fait au niveau vasculaire pour ne pas limiter tout simplement l'afflux sanguin au niveau du fœtus. Donc là aussi, c'est priorité aux urgences et surtout des séances qui sont courtes. Au niveau des anesthésies, vous pouvez le réaliser à tout moment de la grossesse, à tout moment. Du début à la fin, il n'y a aucune tératogénicité au niveau des anesthésies. On essaie de privilégier l'articaïne avec une concentration en vasoconstricteur d'adrénaline à 1/200 millième. Vous pouvez aussi utiliser de la lidocaïne, la mépivacaïne si nécessaire. On fait une injection lente, tout simplement pour que ce soit moins douloureux pour la patiente. Il faut bien respecter la dose minimale qui est efficace. On ne va pas mettre 5 carpules si on n'a besoin que d'une. Et on fait une aspiration préalable pour éviter l'injection intravasculaire. Là aussi, il n'y a aucune contre-indication au niveau radiologique. Vous pouvez réaliser des radios, quel que soit le stade de la grossesse de la patiente, tant que l'examen il est justifié. En respectant les mesures d'optimisation du cliché, c'est-à-dire la patiente a une douleur sur une dent, je peux voir la pathologie avec une rétroalvéolaire, je fais une rétroalvéolaire. La patiente a une pathologie au niveau de sa dent de sagesse, elle a un réflexe nauséeux, on n'arrive pas à aller placer le capteur, c'est compliqué, on peut réaliser une panoramique, vous n'êtes absolument pas en faute, évidemment on protège notre patiente, on met en place un tablier de plomb, mais toutes les radios, tant qu'elles sont médicalement justifiées, peuvent être évidemment réalisées. Vigilance extrême au niveau des prescriptions que vous faites sur les femmes enceintes. Au niveau de l'antalgique, on essaiera toujours de privilégier le paracétamol. Il faut être très attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont contre-indiqués à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Lors d'une infection, on privilégiera l'antibiotique, l'amoxicilline, en cas d'allergie, la clindamycine. Et là, on est très, très, très vigilant sur tous les médicaments de la classe des antibiotiques qui sont tératogènes, les tétracyclines, les quinolones, les sulfamides, vous avez les 5 classes ici. La patiente peut aussi être plus sujette aux candidoses, aux mycoses buccales également. Donc, on a des antifongiques qui peuvent être prescrits et surtout des anxiolytiques si jamais il y a une inquiétude des soins qui doivent absolument être réalisés à cette période. Vous avez le site du CRAT, qui est le site en fait qui permet de noter la molécule que vous voulez prescrire à la patiente
et il y aura directement indiqué quelle posologie vous pouvez réaliser, s'il y a une contre-indication ou pas, un risque pour le fœtus ou pas, tout simplement. Donc c'est un outil qui est vraiment très efficace. Concernant les médicaments à usage topique, les antiseptiques, il n'y en a aucun qui ont d'autorisation de mise pour le marché pour la femme enceinte. Donc on privilégie ceux avec la chlorhexidine. On explique bien à la patiente qu'il faut le recracher. On ne l'avale pas, ce qui vous paraît logique évidemment. Et si on réalise une extraction, l'acide tranexamique peut complètement être utilisé. Au niveau de la cicatrisation, aucun problème pour mettre en place de l'acide hyaluronique ou du chlorhydrate de lidocaïne. Enfin, les conseils que vous donnerez aux femmes enceintes, pour moi, sont les mêmes que vous donnez à vos patients. Ça, c'est tiré de l'UFSBD. Brossage 2 fois par jour, utilisation d'un dentifrice fluoré, démonstration du nettoyage interdentaire, c'est vraiment très important. Il faut que vous ayez également des conseils qui sont personnalisés sur son alimentation, sur les risques d'érosion. Et vous avez vraiment un rôle qui est très important au moment de la grossesse. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre en charge ces patientes-là qui ont besoin de soins et pour lesquelles la prévention va vraiment apporter un vrai bénéfice au niveau de leur grossesse. Alors, avant de conclure, je vais d'abord 2 choses. La première, je vais remercier Cécile et Caroline. Comme je vous l'avais dit, je pense que l'exposé était passionnant. Ça, c'est la première chose, enfin, dans mon premier élément. Mais en plus de ça, c'était pragmatique. C'est-à-dire que clairement, on repart tous demain au cabinet avec des éléments qu'on va pouvoir tout de suite mettre en action. On va pouvoir accompagner les patientes qui sont enceintes. Voilà. Avant de passer à la session de questions-réponses, je voudrais juste, et vous comprendrez à la fin de mon petit topo, vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps, le pourquoi de cette présentation. En fait, je voulais vous parler d'une innovation de Pierre Fabre aujourd'hui, Pierre Fabre Oral Care, Arthrodonte que vous connaissez, mais on va plus loin avec Arthrodonte Protect Plus. Pourquoi innover? C'est ça qui est important de le comprendre. C'est qu'on s'est rendu compte en fait que 76% des patients, quand ils se brossent les dents, ont un saignement. Donc en fait, forme de gingivite, primaire, comme on veut. Et parmi les patients qui ont une pathologie parodontale, il y en a 33% qui, eux, ont un problème de carie. Ce qui veut dire qu'il y a 2 pathologies qu'il va falloir réussir à prévenir, à soigner dans le même temps. Et c'est pour ça que Pierre Fabre a innové, en fait, en apportant un Arthrodonte Protect Plus qui a la double action pour apaiser les gingivites et pour renforcer l'émail. Et ce, dès la première minute et la première utilisation. J'ai dit première minute, j'y reviendrai après. Vous connaissez l'énoxolone, c'est l'acide glycérétinique qu'on n'a pas retiré et qui est toujours dans l'Arthrodonte Protect Plus. Par contre, on lui a associé, c'est la première innovation, et la deuxième, c'est ce qu'on lui a associé, c'est le fluorinol qu'on avait de manière ancestrale, enfin historique, mais on est passé au fluorinol Protect Plus. Donc c'est l'association du fluorinol que vous connaissez, fluor d'amine de seconde génération, avec du chitosane et de l'acide mandélique. Pardon. Donc le chitosan, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une substance naturelle qui est reconnue comme substance de base par l'Union européenne, d'accord, qui est naturelle. C'est un polysaccharide polycationique et qui est issu en fait de la paroi cellulaire de certains champignons, notamment les champignons de Paris. Et pour la petite anecdote, vous la trouvez aussi, cette molécule, dans le squelette, dans l'exosquelette des crustacés. Voilà, c'était la petite parenthèse. L'acide mandélique, lui, en fait, est un bactéricide. Quand vous associez les deux, et on verra après l'activité au niveau du fluor, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, les deux, c'est la sécurité. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est reconnu comme élément de base par l'Union européenne. C'est filmogène, c'est-à-dire que ça va isoler un petit peu la dent du reste de la cavité buccale. Et tout de suite, avec l'effet antibactérien, les deux cumulés, en fait, on sait, il y a des études in vitro qui l'ont montré, qu'on baisse de 60% l'adhésion du Streptococcus mutans. Donc là, on lutte directement contre la carie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est un produit écologique, bien évidemment. Pour continuer, donc on était sur les substances de base, on continue sur le fluorinol Protect Plus. En fait, on s'est rendu compte que ce chitosan associé à l'acide mandélique potentialisait en fait la captation, l'absorption du fluor au niveau de la dent. Donc vous avez 2 figures que vous voyez là. Ce sont des figures des photos qui sont issues de la technologie de TOF Sims. Donc à gauche, vous avez notre fluorinol qu'on a toujours dans nos produits. Et on arrive maintenant avec le fluorinol Protect Plus.
et vous avez les résultats au-dessus. Donc les résultats montrent quoi? Montrent qu'on a réussi à absorber entre 40 et 60% de fluor en plus. Donc déjà, intrinsèquement, le résultat est fantastique. Mais maintenant, si on regarde un petit peu par couche, si je peux me permettre ce vocabulaire, au niveau de la surface, on a eu une captation qui est à peu près qui est équivalente. Donc vous voyez, sur les deux photos, ce qui est jaune, en fait, c'est le fluor. Donc vous voyez qu'à la surface, donc le haut de la photo, c'est la cavité buccale, et après, vous êtes dans l'émail. On s'est rendu compte, en fait, que quand quand vous rentrez en profondeur dans la couche d'émail, eh bien, plus vous rentrez en profondeur, plus, en fait, la concentration, on arrive à augmenter cette concentration. Et on la multiplie par 5 sur les premières couches, et par jusqu'à 10, jusqu'à 4500 nanomètres, par rapport au fluorinol, qui, lui, avait déjà une efficacité reconnue par rapport à l'ensemble des fluors existants aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous le disais, en fait, j'ai dit dès le premier brossage, c'est même dès la première minute, on arrive à capter 5,4 fois plus de fluor, en fait, que le NaF, donc le fluorure de sodium. Bien sûr, évidemment, il y a toutes les études qui font référence à ces résultats. L'acide glycérétinique, l'énoxolone, vous connaissez tous, donc toujours à 0,7%. Là, on a parlé des actifs. Si on parle du produit fini, on a réalisé une étude clinique. Dans cette étude clinique, on a voulu mettre en évidence, en fait, quelle efficacité? C'est l'efficacité rapide sur les critères, en fait, gingivaux. Donc vous avez l'indice de plaque, l'indice gingival et l'indice de saignement. Pour ces 3 indices, en fait, on a des résultats significatifs, donc dans la durée. Mais ce qui est aujourd'hui encore plus probant, c'est que dès le 8e jour, on a des résultats significatifs et majeurs. C'est ça qui est très important, donc rapidité de l'efficacité d'Arthrodonte Protect Plus. Vous allez me dire, Sylvain, tu es gentil, tu nous parles de ça, mais quel lien avec le Simpo? Déjà, on vient pour les deux, et en fait, c'est que on a obtenu sur Arthrodonte Protect Plus l'indication pour les femmes enceintes. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu, et je me permettrai de te citer Cécile, c'est que c'est la prévention qui va primer. La prévention. Donc là où il y a un dentifrice qui vous permet réellement d'anticiper ou en tout cas de minorer toutes les problématiques qui pourraient survenir un peu plus après au cours de la grossesse. Donc en fait avec Arthrodonte Protect Plus, vous avez vraiment l'expert ultime pour la gencive et pour les dents. Je vous remercie. On passe, si vous le voulez bien, 2 choses. On va applaudir après. Merci. Simplement, vous avez un QR code pour évaluer la session. Donc là, ce n'est pas sur le site de l'ADF. Donc si vous le scannez avec votre téléphone, vous pourrez nous faire un retour. Et je vous en remercie par avance. Et maintenant, passons à la session de questions. Voilà. Merci beaucoup. La première question. Tout à l'heure, il y a eu pas mal de bruit au moment où on a parlé comment dirais-je, de ce que proposait la sécurité sociale, des commentaires ou... Ça venait de par là, justement. Donc, je ne sais pas si vous avez... Je pense que les 100% pris en charge par la Sécu, c'est à partir du 6e mois jusqu'au 12e jour. Et autrement, dès le début de la prise en charge, 4e mois, maintenant, il y a participation des mutuelles, comme pour le BD pour les enfants. Donc, c'est 60-40 et au-delà du 12e jour jusqu'au 6e mois. C'est exactement ça. 6e mois de grossesse, 12 jours après l'accouchement. Ouais. D'autres questions? Pas de questions? C'était si clair? Hyper clair. C'était parfait. Ah, là, il y a encore une question, Anne. Non, mais allez-y. Alors, bon, je vais peut-être vous embêter un peu. Comment vous vous positionnez par rapport à la polémique sur le fluor? Très bonne question. Alors, la polémique sur le fluor, c'est une polémique, mais qui n'est pas récente. Ça fait un certain temps. Et je pense qu'il faut savoir... comment dirais-je, la scinder en deux. C'est-à-dire qu'il y a le fluor systémique et le fluor entopique. Donc le fluor systémique, voilà, il y a peut-être des questions qui se posent.
le fluor topique, il est encore reconnu. Alors on peut rentrer, vous connaissez les recommandations de l'UFSBD, mais en tout cas alors en fonction de l'âge, en fonction du risque carieux, on en parlait ce matin avec l'équipe justement, mais on continue à recommander du fluor jusqu'à 1450 ppm. 1450 ppm. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Voilà. Je suis énormément questionnée sur l'usage du dentifrice et quelque chose me surprend énormément, c'est que de plus en plus de mes patients me demandent s'il faut vraiment cracher le dentifrice et se rincer la bouche après. Et ça me dérange énormément. Pourquoi ? Si je peux Je me vois pas, permettre. si vous crachez pas le dentifrice, vous avalez le fluor en fait. Donc, Non mais alors, je pense. Alors là aussi, ça c'est un sujet, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que autant les bains de bouche, tout le monde a pris l'habitude de, je recrache, mais je sais qu'il va y avoir un effet, comment dirais-je, rémanent parce que vous aurez cet effet filmogène. Mais les dentifrices, dans l'idéal, si on prend la recommandation de de l'Organisation mondiale de la santé, c'est mécanique et la composition, la chimie. Même si tu n'aimes pas qu'on parle de chimie, c'est de la chimie. Hein, ce qu'on met, c'est naturel, mais c'est de la chimie. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que le dentifrice, il faudrait commencer par le mécanique et après mettre le dentifrice et le garder en bouche. Enfin, on peut cracher, mais pas rincer, en tout cas. Mais pas rincer. Moi, c'est comme ça qu'on je suis voit. pas de cet avis-là, mais bon. Mais bon. Ce sera plus compliqué. Tu veux T'es d'accord avec moi? D'accord. Bah, dis-le, vas-y. Attendez, Cécile. Non, mais il n'y a pas d'intérêt. On est bon? Eh ben, merci beaucoup. Merci Ravi de que ça votre vous ait attention. plu. Bonne journée.